C'est mon second voyage en Haïti depuis le tremblement de terre du 12 janvier 2010. Je retrouve un pays qui n'est pas en ruine, mais qui manque encore cruellement d'infrastructures. Un incendie sur le chemin qui m'amène de l'aéroport en est un parfait exemple. Un feu ravage un hôtel de 2 étages sous le regard horrifié de son propriétaire, impuissant. Et le seul camion disponible pour combattre l'incendie ne suffit pas à la tâche. Je m'appelle Will Prosper et comme Montréalais d'origine haïtienne, j'ai bien sûr été touché par la tragédie de 2010. Mais contrairement à certains de mes compatriotes, je ne me suis pas expatrié. Nous sommes plusieurs à avoir vécu le cataclysme depuis l'étranger et en être restés profondément marqués. Mais ceux et celles que je suis venu rencontrer l'ont été d'une manière toute particulière. J'ai appris la nouvelle du tremblement de terre. J'étais dans une réunion à l'hôtel de ville pour le mois d'histoire des Noirs. Et la réunion venait de se terminer, je sautais dans un taxi. Là, il y avait un chauffeur de taxi, d'origine haïtienne aussi, et il avait la radio ACPAM, qui est la radio haïtienne de Montréal. Et là, on apprend la nouvelle tous les deux. Puis on est vraiment comme, qu'est-ce qui se passe? J'étais en vacances en Suisse, le pays de ma femme, pendant 2 jours. Il n'y avait pas de téléphone, pas de télé. À un moment donné, j'allume mon téléphone. Là, j'ai une pluie d'appels. Anthony, machin, oh, la catastrophe, rappelle, allume la télé, qu'est-ce qui se passe, rappelle-nous. Et j'allume la télé et j'ai un choc. Séisme, et je vois le palais national écroulé. C'est emblématique d'Haïti. On a eu une première vidéo où est-ce que quelqu'un était tout en haut de Port-au-Prince, donc la boule fermante, Mont-Calvaire, etc., puis qui regarde en bas, puis on voyait la fumée grise inonder la ville. Et là, c'était beaucoup plus dans notre tête, puis on comprenait un peu ce qui se passait. Je ne veux pas en parler. Je préfère ne pas en parler. Les presque 30 ans qu'aura duré le règne des Duvalier a laissé une trace indélébile sur le pays. Plus que les atrocités du régime, c'est l'exode massif des cerveaux haïtiens qui aura, à long terme, causé le plus de dommages. Mais la diaspora n'a pas pour autant tourné le dos à la terre de ses ancêtres. Parmi les millions d'Haïtiens vivant à l'étranger, plusieurs jeunes Québécois se sont sentis directement interpellés suite au séisme de 2010. Plutôt que faire un simple don d'argent, ils ont choisi de s'investir personnellement et de prendre l'avion vers Haïti. Pour certains, ce ne devait être que temporaire, mais des années plus tard, ils sont encore ici. L'une de ces personnes est Carla Beauvais, que j'ai connue à Montréal. Déterminée, c'est une femme pour qui le mot impossible n'existe pas. Elle s'est grandement investie dans la reconstruction d'Haïti, mais elle a choisi de faire les choses différemment, à sa manière, hors du cercle des ONG. La distance fait en sorte que tu dis comment tu peux aider. T'es loin. Qu'est-ce que tu peux faire? Puis en même temps, t'as plein d'organismes. Des ceci, des Croix-Rouges, des Médecins sans frontières qui disent nous, on va aller aider les gens que vous pouvez pas rejoindre parce que vous savez pas comment les rejoindre. Et on a organisé un événement avec plusieurs amis. On avait ramassé 98 $ qu'on avait remis à la Croix-Rouge et à Médecins sans frontières et un peu à Clowns sans frontières. La plupart des fonds qui sont envoyés, la plupart sont retenus pour des besoins administratifs.
Donc on avait eu comme le contre-coup de se dire entre nous, on a fait tout ça pour presque rien. Parce qu'on aurait pu prendre ces 98 000 $-là, nous, aller en Haïti et essayer d'aider les gens directement, les gens qui en avaient vraiment besoin. On avait l'impression d'avoir plus participé à engraisser une certaine machine. Et là, le désir de dire, il faut que, personnellement, on fasse une différence. Je pense que c'est là que ça a éveillé la conscience de beaucoup de jeunes de la diaspora, y compris moi. C'est suite à une formation en développement international que Régine Alexandre a choisi de s'installer en Haïti et de travailler à l'amélioration des conditions de vie de ses concitoyens. Le 12 janvier 2010, lorsque la terre s'est mise à trembler, elle était sur place. Elle en garde un douloureux souvenir qui n'est pas près de s'estomper. C'est drôle quand on parle d'événements qui arrivent là au niveau planétaire, là, puis on l'entend, puis c'est comme des clichés, puis c'est comme des chiffres, et 100 000 morts, waouh, c'est un gros chiffre, on est impressionné. On parle de 250 000. Et là, je pense que ça devient tellement gros que d'un côté, c'est comme waouh, un gros chiffre, d'autre côté, ça veut plus rien dire. « 250 000 dans la région porto-princienne, ça veut dire beaucoup de gens qu'on connaît. Ça va de la personne qu'on saluait comme ça à des amis un peu plus proches. Ça vient aussi avec la perte de la possibilité de faire son deuil parce que tout le monde est dans la même situation et on est obligé de continuer. Non, j'ai perdu mon fils. Mais bon. Non, j'ai perdu mes 2 filles. Puis 6 ans après, est-ce que ça fait mal? Mais 6 ans après, il y a encore des gens qui essaient de reconstruire leur vie, puis que personne ne comprend que ça prend du temps, puis que c'est comme, reviens-en, là, ça fait 6 ans, non, c'est 35 secondes, puis... Géraldine Piquillon est une autre Montréalaise qui a choisi de venir ici pour donner un coup de main. Même si son histoire avec Haïti en est une d'amour reine. Elle avait gardé un mauvais souvenir du pays de son enfance. Mais par l'entremise d'artistes haïtiens croisés au Québec, elle a appris à le redécouvrir depuis l'étranger. Loin de se voir comme une sauveuse, elle porte un regard très lucide sur la société haïtienne. Quand on arrive ici, on arrive avec cet idéal, on se pense aussi prêt à tout affronter. Et on se dit, j'ai tellement à donner, on veut s'impliquer, on veut ci, on veut ça. Et puis on se rend compte que c'est pas toujours aussi évident que ça. On veut bien faire l'effort de s'impliquer, de donner, mais on ne veut pas non plus nourrir cette culture de l'attente qui font qu'aujourd'hui les Haïtiens sont devenus très dépendants par rapport à l'étranger. De passage en Haïti pour organiser des tournées musicales, Georges Siméon avait quitté le pays la journée même du séisme pour apprendre la triste nouvelle en débarquant de l'avion à Montréal. Aujourd'hui un membre influent du cabinet du ministre de la Culture, il favorise l'essor touristique d'Haïti, convaincu que le pays devrait miser davantage sur cet outil de développement économique. Je sais que, comme je dis toujours, le tremblement a été un mal pour un bien, parce que ça a permis de reconstruire certains édifices, mais ça a permis aussi d'arranger les routes, de refaire les routes. Et jusqu'à maintenant, je suis bien satisfait parce que les routes sont entretenues. Donc, on n'a pas beaucoup de nids de poules ici. Quand je regarde à Montréal, les grandes artères ont des nids de poules. Ici, ça va, il n'y en a pas trop. C'est sûr qu'on n'a pas le facteur neige et tout. Mais par contre, il y a beaucoup de routes aussi qui ont été dégagées, beaucoup d'accès secondaires qui ont été faits sur le dernier régime du gouvernement Martelly. Donc, ça a permis aussi de faire d'autres détours pour se rendre à un autre point. Guy-Olivier Gentil a réalisé un rêve en venant habiter à Port-au-Prince. Il y avait vécu enfant avant de s'installer au Québec et il a toujours gardé un lien très fort avec cette terre qu'il a visitée régulièrement.
Suite au séisme, il a senti que le moment était venu de procéder à un changement de vie, tant personnel que professionnel. Il a quitté Montréal en juin 2010 et il dirige maintenant la Chambre de commerce bilatérale américano-haïtienne. La destruction était quand même assez impressionnante au niveau du bas de la ville de Port-au-Prince surtout, non loin de l'épicentre. Et je trouvais que vraiment c'était quelque chose dont le pays n'avait pas besoin. Par contre, c'était une chance aussi, je me disais, c'était une chance pour le pays de se relever, de construire mieux, de revoir la planification urbaine de la ville, que ça aurait pu être une grande opportunité. Malheureusement, 6 ans plus tard, personnellement, je suis assez déçu parce que ça n'a pas été le cas. Il y a certaines choses qui, bien entendu, ont été construites, mais il y a encore beaucoup de structures, de bâtiments qui sont démolis. On voit encore la destruction. Haïti, c'est bien davantage que Port-au-Prince. Quittant la capitale avant le trafic matinal, je prends la direction de Jacmel, où je dois rencontrer Ishmael Mevs. Pendant les 2 heures de route nécessaires pour arriver à destination, Haïti se montre sous son meilleur jour. Ishmael, venu de Montréal, est déçu de constater que l'argent donné pour la reconstruction soit si mal dépensé. Quand il n'est pas donné à des ONG étrangères qui agissent sans se concerter ou détournés par la corruption, les gouvernements étrangers se le versent à eux-mêmes pour payer l'envoi des soldats ou de travailleurs. Si on essaie de regarder ça d'un point de vue positif, ça aurait été la chance de repartir sur des bonnes rails, ce qui n'a pas été fait pour moi. C'est-à-dire, si on regarde les chiffres, il y avait 9,6 milliards de dollars. On avait les fonds pour redresser peut-être Haïti. C'est-à-dire, de notre côté, on n'a pas très bien réagi. Je pense que de nos jours, si on fait un peu le tour du pays, on peut voir qu'il y a quand même beaucoup de choses à reconstruire. Il n'y a pas beaucoup d'écoles, il n'y a pas beaucoup de routes refaites. On est en 2016, on est 6 ans après le tremblement de terre. Si on va sur la 7e, l'impact qu'on a eu dans cette reconstruction est très pauvre par rapport à ce que ça aurait pu être. Un traumatisme, oui, des regrets, oui. Et c'est un peu mon point de vue sur la chose. Chacune des personnes que j'ai rencontrées a sa propre histoire, son propre parcours et des raisons bien personnelles qui l'ont poussé à revenir en Haïti pour travailler à la reconstruction du pays. Mais elles partagent ce même besoin d'agir et ce même sentiment intime que comme membre de la diaspora, se croiser les bras et se fermer les yeux n'est pas une option. J'avais vécu l'expérience du Dîner Blanc avec des amis à Montréal. Et en parallèle, j'avais un de mes amis, Éric Mboua, qui organisait le premier Dîner Blanc à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et il me disait toujours, « Oh Carla, faut venir en Afrique, c'est vos racines, faut venir en Afrique. » Puis j'étais toute excitée à l'idée d'aller en Afrique, aller à Abidjan pour vivre le Dîner Blanc avec lui. Puis un jour, j'étais couchée dans mon lit. Puis je me suis dit, mais c'est de ça qu'on aurait besoin, nous, des jeunes qui sont fiers de retourner dans leur pays pour faire quelque chose. Et j'ai appelé Ingrid. J'ai dit, Ingrid, on organise un Dîner Blanc en Haïti. Elle avait jamais mis les pieds en Haïti. Et à ma grande surprise, elle m'a fait comme, ouais. Donc j'appelle Chilam, je dis, Chilam, qu'est-ce que tu penses? On organise un premier Dîner Blanc en Haïti. Elle dit oui également. Donc là, je me retrouve comme, OK, il faut le faire. C'est que j'ai une copine qui m'a dit, ah, ben viens, on va aller, c'était dans le temps des fêtes, là. Et elle me dit, viens, on va aller, c'était en 2000, on va aller on va en vacances en Haïti. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux que j'aille faire là? Et on n'entendait que des trucs négatifs et on parlait beaucoup de Zingleno à l'époque. Donc, c'est toutes sortes d'attaques sur les gens, les choses et tout ça. Je trouvais ça difficile, la réalité là, du terrain. Ça faisait un bout de temps que j'étais pas venue ici. Il y avait des piles, fatras un peu partout. Il y avait de la misère extrême. Et là, je me suis dit, oh là là, va falloir que je repense mon choix de carrière parce que ce soit en Haïti ou ailleurs, je pourrais pas faire face à la misère comme ça au quotidien. Il faut vraiment que je trouve qu'est-ce que je vais faire. J'avais jamais pensé faire autre chose. Là. Je sais, c'est beaucoup plus difficile que je pense.
Et c'est au bout de la 3e journée que je me suis dit, mais là, tu t'attendais à ce qu'on te présente un pays sur un plateau d'argent, là, qui fonctionne bien ou qui fonctionne pas où tu veux, mais bien sur d'autres points. Et c'est là que je me suis dit, c'est justement pour ça que je voulais travailler dans ce domaine-là. Et j'ai décidé que je laissais Montréal. Et quand je suis retournée de ces vacances-là, j'ai dit à tout le monde, bon, mais vous savez quoi, je déménage en Haïti, je vais chercher un emploi là-bas. Et j'ai remis ma démission à la banque, puis je me suis dit comme, mais voyons donc, pourquoi tu vas là, et que quand on garde ton emploi, si tu décides de revenir, tu reviendras. Ben, si je le faisais pas, qui est-ce qui allait le faire? Il faut qu'il y ait plusieurs personnes qui le fassent, et donc je me suis dit, mais c'est ça, c'est ça. C'est quoi la grosse différence pour toi entre Montréal et Haïti? À Montréal, il y a de la neige. 4 saisons. Ici, il y a 2 saisons. T'aimes pas ça? Non! Tu veux la neige? Oui, c'est toi. Tu aimes la neige? C'est toi qui veux pas la neige. C'est toi qui veux pas la neige parce que tu veux pas pelleter. Ben non. Qui aime pelleter? Moi? Ah, c'est ça, sauf que tu vas pas pelleter pour moi, hein? À Montréal, je venais de me lancer en affaires, c'était difficile, j'étais monoparentale. Et ici, j'avais ce soutien familial qui me semblait pouvoir rendre les choses plus évidentes et plus faciles. Il y avait déjà ça. J'ai eu envie aussi, quelque part, de comprendre ce qui, en moi, faisait toujours que je me sentais un peu étrangère partout. Donc, j'avais ce sentiment qu'en remettant les pieds chez moi, en Haïti déjà, je le disais, même si le Québec pour moi était ma terre d'accueil, mais qu'en remettant les pieds ici, j'aurais le sentiment d'être enfin chez moi. Et quand j'ai pris l'avion, c'est assez spécial, quand j'ai pris l'avion pour revenir, et en atterrissant, le pilote a eu à dire bienvenue à Port-au-Prince, etc. Et puis il a dit ce fameux la caille, c'est la caille. Et je pense que les larmes me sont montées aux yeux parce qu'il exprimait exactement ce que j'avais dans le cœur. Pour moi, c'était la caille, c'est la caille. Personne, plus jamais, ne pourrait me dire retourne donc chez vous. J'étais chez moi. Avec une brillante carrière au Canada et en Europe, Anthony Cavana est un fier représentant de la communauté haïtienne. Bien sûr, il n'a pas tout quitté pour venir s'installer en Haïti suite au séisme, mais il a été profondément secoué par la tragédie. Donner un premier spectacle dans le pays de ses parents est pour lui un moment particulièrement émouvant. Pétionville, je rêvais de jouer dans mon pays, le pays de mes parents, et je suis là et je vous remercie. L'humour, c'est culturel, c'est pas universel. Contrairement à la musique. La musique, c'est la musique, on ressent la musique, c'est émotionnel, et on doit comprendre l'humour, donc c'est intellectuel. Donc il fallait adapter le spectacle. Je l'ai fait en 2 temps, avec une très gentille journaliste québécoise. Stoule personne, je sais pas comme ça, Carla, et qui j'ai prise en otage pendant l'interview. L'entrevue devait durer 15 minutes. Finalement, ça a duré 3h30 parce que je me suis allé poser plein de questions pour adapter le spectacle. Comme elle est québécoise, comme haïtienne, et elle vit ici depuis 3 ans. Donc j'ai dit, c'est parfait, c'est l'interlocutrice parfaite pour ça. Donc, il y a toujours un défi de jouer dans un nouveau pays. C'est d'arriver ici, de dire est-ce que je peux faire rire les Haïtiens. Ils ont un autre sens de l'humour et ça a marché. À la fin, je pensais à mes parents, je pensais à tout le stress que je me suis mis avant d'arriver ici, de me rebrancher avec cette partie de ma culture et de mon ADN, d'être un Haïtien à l'extérieur d'Haïti et d'être en guillemets, sans prétention, un des ambassadeurs haïtiens, si on veut. Sauf que ça faisait 20 ans que j'étais pas venu ici. Donc c'était important pour moi de
raccorder tout ça et de me rebrancher à la culture haïtienne. Quand je suis arrivé, le président de la chambre pour laquelle je travaille m'a dit « Bienvenue dans le pays compliqué ». Et effectivement, c'est un pays compliqué. Il est plus compliqué, en grande partie, je pense, et ça c'est très personnel, je pense parce que les gens sont compliqués, au fait. La façon de faire et de voir les choses des gens fait en sorte que les choses sont compliquées. Et souvent, les gens ont tendance, ici, quand on leur parle, ils ont tendance à dire, on leur pose une question, ils vont dire oui, mais au fait, ils vous ont dit non. Ce oui est, en vérité, un non. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut comprendre. Georges Siméon a accepté de nous servir de guide pour une balade en voiture. Plus qu'un simple tour dans les rues de la capitale, il nous entraîne sur des sites d'une grande signification pour le peuple haïtien. On est à Titaïn, à l'entrée de Titaïn, c'est le nom de la zone. Et ici, c'est là qu'ils ont enterré les morts du tremblement. Donc, les morts du tremblement, le fait qu'il n'y avait pas de... Il y avait plein des cimetières étaient détruits, il y avait tellement de morts, donc il fallait trouver quelque part pour mettre les gens pour qu'ils puissent reposer en paix. Donc, c'est à partir de là. Comme c'est pas facile d'avoir les noms des gens, parce qu'il y a tellement eu de morts, je ne peux pas dire le chiffre exact, pas trop induire en erreur, mais ils ont reconstruit les noms. Ils ont mis tous les noms qu'on aurait pu penser, Jean, Pierre, ils ont mis tous les noms de familles populaires. Et Haïti, pas oublier, c'est le thème, en fait, le slogan. Donc, c'est un endroit de recueillement. Il y a toutes les sphères de religion, vaudou, protestantes, catholiques, ils ont leur espace. Et donc, c'est en cours d'arrangement par le ministère de la Culture. L'aide internationale et Haïti ont une longue histoire commune, faite de haut et de bas et qui date de bien avant le tremblement de terre. Plusieurs ONG s'activent dans le pays avec des résultats plus ou moins probants. Mais l'Artist Institute accomplit à Jacmel un travail remarquable en formant une main-d'œuvre hautement qualifiée dans le domaine de l'audio et du cinéma. Comment ça a commencé l'histoire du Artist Institute, c'est que c'était un festival de films. Après le festival, ils ont commencé à faire des workshops, des ateliers, plus sur le côté cinéma, cinématographie, montage, maniement de caméra, etc. Puis ça a continué année après année. On a vécu le tremblement de terre. À partir de là, il y a des gens qui voulaient investir un peu plus dans ce genre de mouvement. Donc ça a évolué dans cette cour. Ils ont fait l'acquisition du terrain. Et on a débouché sur le Audio Institute pour cette expansion. À la différence des cours de 17, 20, 30 000 $, c'est un cours gratuit. Places sont limitées, c'est-à-dire on a des gens, on reçoit des CV et des candidatures de partout du pays, du Cap, autant que de Jacmel, de Port-au-Prince et de partout. Et les portes sont ouvertes à n'importe qui. Ça n'a aucunement rapport avec l'argent, avec ce que quelqu'un peut payer, mais avec la tête et notre prédisposition à faire ce genre d'études. C'est-à-dire qu'on a quand même des parrains, des sponsors qui sont assez solides et qui nous permettent d'avoir cet environnement et de calibre international pour enseigner à ces jeunes. Là, on attendait que toute la nation arrive. Haïti n'est pas un pays riche, c'est connu. Selon les données de l'UNICEF, plus de la moitié de la population vit dans une extrême pauvreté et 40% des Haïtiens souffrent d'insécurité alimentaire. Plus d'un enfant sur 5 n'a même pas accès à l'eau potable. Dans une société où des millions de personnes manquent de tout, un événement comme le dîner en blanc peut sembler frivole. Mais pour Carla, il faut aller au-delà des apparences. Sur le chemin pour aller à Moulins-sur-Mer, on avait les larmes aux yeux. Pour nous, c'était insoutenable d'avoir participé à une mascarade pareille, où est-ce que tu as 20 bus qui suivent avec des gens qui sont super friqués, qui ont de l'argent, qui boivent du champagne à l'intérieur des bus, qui ont leur couple, et que tu as des gens à l'extérieur qui les regardent puis qui ont absolument rien. Quand on s'est retrouvés sur le site, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on a fait? 3 éditions plus tard, on peut dire que, c'est un événement au niveau économique qui a un poids. 40% des gens qui viennent de l'extérieur.
Donc, au niveau touristique, c'est un apport pour les hôtels, pour les restaurateurs. Et des gens qui nous ont dit, je n'étais jamais venue en Haïti depuis des années. Je suis revenue avec ma famille, je suis revenue avec mes enfants. J'ai découvert autre chose. Merci. Votre événement m'a permis de voir Haïti autrement. Il faut créer de l'emploi. Donc, il faut créer des moyens pour que les gens puissent travailler. Donc, il faut créer des structures au niveau touristique pour pouvoir le faire. La République dominicaine, ils ont tablé sur leur industrie touristique et c'est payant pour eux. Cuba, la même chose. Pourquoi pas Haïti? Pour Régine, un moyen de contrer la pauvreté dans le pays est de développer l'esprit d'entrepreneuriat des Haïtiens et de se tourner vers la modernité. Pour elle, une entreprise comme Sur-Table, qui fabrique des tablettes électroniques entièrement haïtiennes, est non seulement pertinente, elle est nécessaire. Bon, comment on l'ouvre? Il faut presser sur le bouton d'allumage. Okay. J'ai eu à travailler avec Sur-Table par le passé. Je connaissais les dirigeants, je connaissais les gens qui ont débuté avec l'entreprise. Et puis, premièrement, c'était fantastique de voir des gens qui pensaient à fabriquer des tablettes en Haïti. Le partenariat qu'on essaie d'établir avec Sur-Table, c'est un partenariat pour voir comment les élèves de première à quatrième année pourraient avoir accès à des tablettes et où on pourrait inclure donc le contenu du ministère de l'Éducation. Et donc c'est ce qu'on est en train d'explorer, de voir comment on peut avoir, disons, ce qu'ils appellent des mobile classrooms, des classes mobiles, permettre aux élèves d'avoir accès aux tablettes. Il y a un contenu quand même intéressant dessus, de plus de 3000 livres en français, 200 livres en créole, etc. Donc, accompagné pour l'apprentissage et, comme je disais, pour le renforcement des capacités en lecture et écriture. Donc, c'est ce qu'on est en train d'explorer, voir comment on peut implémenter ça et opérationnaliser tout ça. La tour, alors, on dit la tour d'Aristide, la tour 2004. C'est Aristide qui a construit ça. Et c'est comme, c'était pour lui une tour Eiffel. Fait que là, c'est comme ça sert absolument à rien. Mais au ministère de la Culture, à Noël, on met des lumières, ça fait un grand sapin. Un grand sapin. Donc, comme par exemple, si tu as Pétionville au Caribé, ben, tu le vois. C'est quand même assez bien. Et ici, il faut que je te dise qu'après le séisme, en fait, quand que tous ces édifices ont été... se sont effondrés, le palais s'est effondré, ça a été une espèce de panique générale, tout le monde ne voulait pas rester à l'intérieur. Donc il y a eu l'exode aussi à Port-au-Prince et où ce qu'on se retrouve, c'était un endroit qui avait des tentes à gogo. C'était que des tentes. En fait, tout le champ de Mars était encerclé de tentes. C'était que des tentes. J'ai l'impression qu'il y avait plus de 300 000 personnes en tente qu'au champ de Mars. Et encore, tu vois, bon, que l'on veut, qu'on ne le veut pas, on doit féliciter le dernier gouvernement en place parce que ça leur a pris 1 an et demi pour déloger tout le monde. Déloger tout le monde et un autre 1 an pour réarranger le champ de Mars. C'est quoi le sentiment? Comment c'est l'adaptation? Pendant cette période, tous les employés, alors je vais dire tout le cabinet, tous les contractuels de ce ministère et d'autres ministères ont été ou sont des étrangers. Donc, ça n'a pas été facile, mais c'est quelque chose qui a été très bénéfique. Et personnellement, moi, c'est une gratification de pouvoir travailler et vendre une destination, du moins vendre un pays, sans que c'est un travail rémunéré. Tu le fais en tant qu'Haïtien. Et en tant que jeune Haïtien qui a étudié à l'étranger, j'ai des amis africains, c'est ce qu'ils font. Ils viennent étudier au Québec et ils retournent chez eux. Donc, pourquoi que nous, Haïtiens, ne pouvons pas le faire aussi? Aller étudier au Québec et revenir en Haïti pour inculquer ce qu'on a. Il y a place à amélioration au niveau de nos radios. Comment ça sonne, le temps qu'ils mettent en 2 émissions, la préparation, etc. Tout ce qu'il y a de technique. Je pense, des fois, moi, je rentre dans une radio, c'est des fils twistés. C'est bon, ça se fait, twister des fils, ça marche, mais peut-être mettre un tip ou brancher un câble professionnellement. Donc, si on aurait plus de techniciens, d'ingénieurs comme ça nous aurait peut-être donné un peu plus de travail. Donc, c'est important de continuer à armer ces jeunes-là de ces pouvoirs, de ces skills pour qu'ils puissent impacter cette industrie et
la révolutionner, etc. Ok, là-bas, c'est seulement un prix là. Tout le monde comprend ça? Je me sentais perdue. J'étais sur une route et je ne savais pas où j'allais. Mais maintenant, je commence à voir, tu vois, le sentier là, ça se dessine sous mes pas. Et plus ou moins, je suis beaucoup plus convaincue. J'ai beaucoup plus confiance en moi et en où je veux aller. Ce qui veut dire que je pense que cette confiance-là, que c'est ici qui me l'a insufflée. Je ne l'ai pas trouvée comme ça au hasard. Ils m'ont boosté. Et cette énergie-là, on le trouve dans chaque professeur. Je pense que les gens qui viennent d'ailleurs et qui nous apportent leurs connaissances, c'est un plus. Et c'est très important. Eux-mêmes, ils ont d'autres connaissances. Donc, ils ne nous donnent pas que des trucs anciens, ils nous mettent à jour, quoi. Parfois, c'est le Canada, ils nous parlent de commencer au Canada ou bien en France. Donc voilà, on sait ce qui se passe partout parce qu'on n'est pas forcé de rester en Haïti. Si on va ailleurs, il faut bien qu'on puisse se débrouiller ailleurs. On nous parle ensemble. Voilà, pas bien, pas mal. Il n'y a pas que du Québec et du Canada que les membres de la diaspora sont revenus pour aider Haïti. L'un des principaux partenaires de Carla, dans un projet qu'elle chapeaute sur la consommation locale, a lui-même quitté les États-Unis pour se faire cultivateur dans la campagne haïtienne. Puis toi, Carla, est-ce que c'est important que tu puisses venir voir qu'est-ce qui se passe ici dans ton projet Consommer local? Oui, c'est important Pourquoi? de visiter chaque entrepreneur pour voir dans quelles conditions il fait son produit aussi, tu vois. Et donc, je pense qu'il faut qu'on comprenne la réalité. Parce que Consommer local, c'est pas juste une plateforme pour faire la promotion, c'est une plateforme de sensibilisation aussi. Consommer local, c'est quoi? C'est produire localement pour une consommation locale. Maintenant, on va pas se cacher le fait que le faire en fait de produire ici, ça crée des emplois. Mais s'il y a personne pour acheter les produits, ils n'ont pas de raison de produire. Ils vont produire pour qui, tu vois? Donc, Consommer local, c'est produire pour consommer, et c'est une roue qui tourne qui va faire qu'on va pouvoir créer plus d'emplois. Plus on va consommer chez nous, plus on va pouvoir créer des emplois. Plus on va pouvoir sortir les gens de certaines conditions de vie, tu vois, leur donner des emplois décents, des salaires décents, qu'ils puissent envoyer leurs enfants à l'école, avoir une meilleure éducation. Donc c'est vraiment plus qu'un projet, je pourrais dire, on a des projets comme ça un petit peu partout à travers le monde, mais celui-là, je pense qu'il est ancré dans une dynamique beaucoup plus sociale, pour vraiment faire une différence. Puis qu'est-ce qui est intéressant à travers tout ça, c'est que vous êtes deux gens issus de la diaspora et vous encouragez la consommation locale. We live here, so, this is home, I mean, I've lived in the U.S. pretty much all my life, but this is home for me. Home naturally because I was born on this soil. Home because I live here. So to promote and to help a little bit in my ways, it goes a long way because I consume these things too. It's not just saying consume locally, and I'm eating imported stuff. I consume these things, and it's important to create job and show the people, look, the land is yours. Be a steward of the land, and if you take care of it good, then it will take care of you. I mean, for me, and that's what I practice in my farm and in my own personal life. And I feel connected to the land, and I feel good that I'm able and strong to be able to give back, because a lot of times people just take from this place, man. People come, you find people leaving. Every Haitian have a dream to leave Haiti, and to see young people like myself and Carla and many others coming back to stay here. I've been here for 2 years, to be home and to be part of this growing movement of young people that's making this place thrive. Comment le tourisme peut aider Haïti? C'est carrément en venant et en dépensant en Haïti. Les 3 premières années que j'étais au tourisme, le travail aussi était de faire le tour des grandes métropoles, Europe, Canada, les Antilles, de vendre la destination, de changer l'image d'Haïti, changer l'image d'Haïti, d'enlever le stéréotype d'un pays malheureux, d'un pays dangereux. Et je peux dire que à la fin des 3 ans, il y a eu une évolution de plus de 25 000 touristes de plus. On a monté notre cote au niveau touristique dans le monde. On a monté notre cote au niveau touristique dans la Caraïbe. Les vols ont augmenté, les circuits ont augmenté, les hôtels ont explosé. Donc, ça veut dire qu'on est sur une bonne voie.
L'espoir est de mise pour tous ces jeunes adultes qui travaillent d'arrache-pied pour faire d'Haïti un endroit où il fait mieux vivre. Mais malgré tous les efforts, le classisme, le racisme, la violence et la désorganisation, pour ne pas dire le chaos, occupent une place encore trop importante dans la société haïtienne. Plaisir coupable du Québec. Je te dirais que c'est des choses très simples. Vraiment excessivement simples. Et c'est davantage pendant l'été, je dirais. Donc, c'est vraiment le fait de pouvoir marcher, pouvoir, à un moment donné, m'asseoir à la table d'une terrasse, avoir cette vie de quartier où on peut aller faire ses emplettes, pas besoin de monter dans une voiture pour faire certaines choses, que ce soit aller à l'épicerie, chez le cordonnier, chez le serrurier, chez le teinturier. On dit souvent le fait d'avoir une voiture, c'est la liberté, mais je pense que le fait de pouvoir choisir de ne pas en avoir, de ne pas toujours l'utiliser, c'est ça la liberté. J'ai jamais eu un moment où est-ce que je me suis dit, ça y est, merci Haïti. T'as gagné. J'ai jamais eu ce moment-là. Mais j'ai eu des moments où est-ce que je me suis sentie prisonnière. Et ça, il n'y a rien qui peut t'enlever ça. Il n'y a pas une personne qui peut te dire, oh, tu sais, Carla, de ne pas pouvoir te promener. Tu sais, moi, je vis dans le Myland à Montréal. Ça n'a rien à voir, là. Je vis enfermée d'une certaine façon. Pas que ça me décourage, mais ça me rend triste un peu. Mais le projet est plus grand. La mission est plus grande aussi. Donc, faut conjuguer avec les pour et les contre. Il y a beaucoup plus de pour collectivement. Donc, je pense que ça vaut la peine. C'est sûr que j'aimerais peut-être m'aventurer quand j'aurai plus de temps à peut-être peindre un peu plus ou à collaborer un peu plus avec mon père sur les différents médiums auxquels il touche. Mais oui, des fois, j'aime ça passer du temps avec lui dans l'atelier, à voir ce qu'il fait, ce qu'il bricole, ce qu'il fabrique. Quand on est clair en Haïti, c'est un signe de bourgeoisie etc. Et j'ai grandi dans une famille très aisée. Je pense que mon nom de famille veut déjà dire pour tout Haïtien alentour et peut-être ma position de financière, etc. Et comme je disais, Montréal, c'est ma grande école parce que quand je suis arrivé là-bas, ici, je me faisais traiter de bourgeois. Quand je suis rentré avec les dresses dans les centres d'appel, ils se sont dit, ah, celui-là, il va nous casser la baraque puis partir avec les téléphones. Donc, ils se sont dit, ah, donc j'ai pu vivre c'est un dread, puis c'est puis lui, c'est un bourgeois. J'ai pu vivre ces deux parallèles-là. Pendant on se blesse, on a tous la même couleur de sang. À part ça, ça fout du reste un peu. « 44% de la population haïtienne a moins de 18 ans. Haïti est un pays jeune, mais avec 4 enfants sur 10 vivant dans la pauvreté absolue, le quotidien de plusieurs est marqué par la faim et les privations de toutes sortes. Dans un tel contexte et avec des écoles en piteux état, il est normal pour un membre de la diaspora de se questionner sur l'opportunité d'y élever ses propres enfants. C'est assez spécial. Quand on sort du Québec ou d'ailleurs, quand on vient de la diaspora, l'autre jour, je le faisais remarquer, me réveiller le matin et discuter du nombre de vols, de viols, d'agressions, encore un policier tué, comme s'il s'agissait de la météo et quelque chose que je refuse de trouver normal. On ne parle pas d'un kidnapping comme quelque chose de normal. Mais la façon dont on en parle, surtout devant les jeunes, c'est une banalisation qui est dangereuse. Et c'est l'une des raisons pour laquelle, éventuellement, je ferai le retour vers Montréal. Au Québec, cette liberté de pouvoir être, de pouvoir penser, de pouvoir parler, cette liberté d'expression aussi est importante pour elle. Là-bas, elle n'a pas ces contraintes-là. Je suis heureuse qu'elle connaisse cette liberté-là. Et je veux qu'elle continue de la faire fleurir, de la fructifier. Je ne veux pas la limiter. Donc, c'est à peu près ça. La famille, on en a quasiment plus ici. Tout le monde a pas mal émigré, donc
Il reste très peu de gens. Il reste ma sœur ici et une de mes nièces qui part bientôt aussi, elle qui va étudier à Paris. Donc, il n'y a presque plus personne. Je peux comprendre, c'est très difficile. C'est plate. C'est plate. Ouais, c'est plate par moment. Alors, lorsque ça vient à ma fille, c'est là où je suis obligée de remettre tout un tas de choses en question. J'espère que les choses vont changer, mais d'une façon ou d'une autre, je me dis que c'est peut-être... je suis peut-être arrivée où j'arrive bientôt à mon terminus. Pour la première année, je préférais que ce soit pas ici. Pas en Haïti. Pas comme ça. Mais c'est pas au détriment là, de son éducation. J'avais lu un truc un jour dans un magazine français qui disait on part souvent dans un pays pour penser qu'on va donner, mais finalement c'est nous qui recevons. C'est de dire que on arrive disant on va changer les choses, mais finalement on devient plus riche de ça, on grandit, on apprend, on vient à réaliser certaines choses qu'on n'aurait jamais réalisées. Donc le pays nous en donne plus que nous on en donne d'une certaine façon. Moi je suis complètement une autre personne, rien à voir. La Carla de Montréal, elle n'existe plus. J'ai tellement appris sur la vie, sur l'humain, sur la compassion, j'aurais pu aller n'importe où ailleurs et peut-être que j'aurais appris la même chose, mais c'est en Haïti que je l'ai appris. Et je suis reconnaissante d'avoir fait cette expérience-là parce que humainement, je suis une meilleure personne aujourd'hui. Oui, Haïti, c'est mon pays. Mais je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses que je ne partage plus avec ce pays. Et ce qui fait qu'au final, je peux dire aujourd'hui que je suis étrangère partout. Je serai toujours en exil. En exil de ce pays que j'ai connu, en exil de ce pays que j'ai aimé, le Québec, que j'aime encore. Je serai toujours en exil, un peu en exil de soi-même aussi, parce qu'à travers tout ça, on se perd. On recherche une identité, on pense la retrouver, et puis finalement, c'est plus ça, et puis voilà. Donc ça nous met un peu dans un chaos personnel, mais ça, on doit vivre avec. Je compte mettre le plus de temps possible je suis pas très satisfait tout le temps, donc jusqu'à ce que je sois satisfait de mon impact sur Haïti. Ce qui demandera peut-être plus qu'une vie, quoi. J'espère peut-être inspirer des gens qui pourront suivre ce genre de traces. Pas la mienne, pas la trace, on va suivre le chemin, c'est pas le Messie qui est arrivé. Mais avoir une positivité et une mission et une destination, etc. Et ça prendra plus que peut-être mon effort. Et s'il faut que je passe ma vie ici à faire ça, oui. Et je pense que ma vie est dédiée non pas à mon compte personnel, mais au compte de tout un pays. Et donc, si je suis poussé dans d'autres directions, dans ce même but-là, avec le même souci de revenir et de partager, c'est sûr que je serais volontiers prêt à le faire. D'un autre côté, ouais, je suis là, ouais. Je suis là. Que ce soit beau ou pas. Haïti a connu son lot de malheurs au fil de son histoire. Tremblements de terre, cyclones, épidémie de choléra et plus récemment, le terrible ouragan Matthew qui a frappé le sud de l'île. Mais le pays est toujours debout, malgré ses travers et ses défauts. Il y a beaucoup à faire, et ce ne sera pas l'œuvre de quelques personnes. Mais tous ceux que j'ai rencontrés ici ont rejeté le cynisme, et sans être idéalistes, ils croient que leur action fait une réelle différence. Je le crois aussi. On a souvent prédit la faillite d'Haïti. Je suis convaincu que ça n'arrivera pas. Parce que malgré tout ce qui cloche, ces enfants sont fiers, persévérants, qu'ils se tiennent debout, et que peu importe ce qu'ils reprochent à la terre de leurs ancêtres, ils n'oublient pas que ce sont eux qui ont libéré Haïti de l'esclavage. C'est un peu de cela aussi qui coule dans leurs veines. Ils porteront toujours Haïti dans leur cœur.